Je souhaite retirer 1 million, dit le vieil homme aux mains sales de terre. Le directeur de banque satisfait éclata de rire devant tout le monde. Mais quand il vérifia le compte, son rire se figea pour toujours. L'agence principale du Crédit Métropolitain n'avait jamais vu une matinée pareille. Le bâtiment de marbre et de verre brillait sous le soleil, ses sols polis reflétant les lumières des lustres importés. C'était le genre d'endroit où les millionnaires gardaient leur fortune et où les gens humbles osaient rarement entrer. Étienne Dubois poussa la lourde porte vitrée avec ses mains calleuses, les mêmes mains qui avaient travaillé la terre pendant plus de 5 décennies. Son béret de paille était usé par le soleil et les pluies d'innombrables récoltes. Son bleu de travail montrait des taches de terre fraîche, preuve qu'il venait directement de ses champs. Ses bottes de travail laissaient de petites empreintes de poussière sur ce sol immaculé. Le contraste était brutal. Alors que les autres clients portaient des costumes élégants et des porte-documents en cuir, Étienne semblait un étranger dans un monde qui ne lui appartenait pas. Mais il marchait avec une dignité silencieuse, le dos droit, malgré les années, avec une sérénité que seules des décennies de travail honnête confèrent. Le murmure dans l'agence s'arrêta progressivement. Les têtes se tournèrent. Des regards de mépris à peine dissimulés suivaient chaque pas du vieil homme. Une dame élégante fronça le nez et s'éloigna subtilement, comme si la pauvreté était contagieuse. Un jeune cadre laissa échapper un rire moqueur en murmurant quelque chose à son accompagnatrice. Étienne ne leur prêta aucune attention. Il avait appris il y a longtemps que la valeur d'un homme ne se mesurait pas à ses vêtements, mais au poids de son caractère. Il s'approcha de la zone d'attente et prit un numéro. Le ticket indiquait qu'il y avait 14 personnes avant lui. Il s'assit sur l'une des chaises d'attente, son béret posé sur ses genoux. À côté de lui, un homme d'affaires se leva immédiatement et changea de siège, faisant une grimace de dégoût. Étienne ferma simplement les yeux et attendit, comme il avait attendu tant de fois dans sa vie. La pluie pour ses cultures, le soleil pour ses récoltes, le bon moment pour chaque semence. Près d'une heure passa. La file avançait lentement. Étienne observait en silence comment les employés s'occupaient avec des sourires radieux des clients bien habillés, leur offrant café, eau, toutes sortes d'attentions. Mais quand un client d'apparence modeste s'approchait, ces mêmes sourires devenaient mécaniques, froids, pressés. Finalement, son numéro apparut à l'écran. Étienne se leva calmement et se dirigea vers le guichet numéro 3. Derrière la vitre se trouvait Camille Bernard, une jeune employée qui travaillait au crédit depuis peu de temps. Ses yeux montraient cet éclat de celle qui n'avait pas encore été complètement endurcie par le système. « Bonjour, monsieur. » Camille le salua avec un sourire sincère, l'un des rares qu'Étienne avait reçus depuis qu'il était entré. « En quoi puis-je vous aider ?»« Bonjour, mademoiselle. » Étienne répondit d'une voix tranquille, sortant une vieille carte bancaire de sa poche. « Je souhaite faire un retrait. »« Bien sûr, monsieur. Quelle somme désirez-vous retirer ?» Étienne la regarda droit dans les yeux. « 1 million d'euros. » Les mots flottèrent dans l'air comme une bombe sur le point d'exploser. Camille cligna des yeux, sûre d'avoir mal entendu. « Excusez-moi, monsieur. Pourriez-vous répéter la somme ? 1 million d'euros. » Étienne répéta avec le même calme, comme s'il demandait de la monnaie pour le bus. Camille ne sut que répondre. Elle regarda le vieil homme devant elle, ses vêtements de travail, ses mains crevassées, et ressentit une pointe de malaise. Clairement, ce pauvre homme était confus. Peu. Être avait-il des problèmes mentaux ? Peu. Être était-ce une blague cruelle de quelqu'un ? Monsieur, commença-t-elle avec délicatesse, êtes-vous sûr de la somme ? 1 million d'euros, c'est beaucoup d'argent. Je sais parfaitement ce que c'est, mademoiselle. C'est mon argent et je veux le retirer. Le ton d'Étienne n'était ni agressif ni conflictuel. Il était simplement ferme, avec cette autorité tranquille de celui qui dit la vérité et n'a rien à prouver. Camille ne savait pas comment procéder. Ce type de situation n'était pas dans le manuel de formation. Elle regarda vers le bureau de son superviseur cherchant une orientation. C'est alors que Marc Lévesque apparut. Le directeur général de l'agence était un homme qui avait bâti sa carrière sur la flatterie des riches et le mépris des pauvres. Il portait un costume qui coûtait plus que ce que beaucoup de familles gagnaient en un an. Sa cravate dorée brillait sous les lumières de la banque. Une montre de luxe ornait son poignet, symbole d'un statut qu'il considérait mérité. Marc avait entendu la conversation depuis son bureau et avait décidé d'intervenir personnellement. C'était exactement le genre de situation qu'il appréciait, remettre à leur place les personnes qui ne comprenaient pas comment fonctionnait le monde de l'argent. « Y a-t-il un problème ici, Camille ?» demanda-t-il d'une voix empsée, s'approchant du comptoir avec des pas calculés pour projeter l'autorité. « Monsieur l'évêque, ce monsieur dit qu'il veut retirer 1 million d'euros. 16, and Rennes won the graph. » Camille expliqua à voix basse, clairement mal à l'aise.
Marc regarda Étienne de haut en bas, ses yeux s'arrêtant sur chaque détail de son apparence humble. Le béret usé, le bleu de travail taché, les bottes poussiéreuses, un sourire condescendant se forma sur ses lèvres. « Monsieur », il laissa le mot en suspens, attendant un nom. « Dubois, Étienne Dubois. »« Monsieur Dubois », Marc prononça le nom comme si cela lui laissait un mauvais goût dans la bouche. « Je crains qu'il n'y ait une confusion. C'est une banque sérieuse, pas un endroit pour faire des blagues. Si vous voulez faire un vrai retrait, nous serons ravis de vous servir. Mais il faut que ce soit une somme que vous ayez réellement sur votre compte. » Étienne le regarda sans broncher. « Je ne plaisante pas. Je veux retirer 1 million d'euros de mon compte. » Marc laissa échapper un rire. Ce n'était pas un rire discret ou retenu. C'était un rire tonitruant, exagéré, conçu pour humilier. Il se pencha en arrière, son corps secoué par chaque explosion de moquerie. « Vous avez entendu ça ?» s'exclama-t-il assez fort pour que tous dans l'agence puissent l'entendre. « Monsieur le paysan veut retirer 1 million d'euros. » D'autres rires se joignirent aux siens. Certains clients se couvraient la bouche essayant de dissimuler, d'autres riaient ouvertement. Les employés échangeaient des regards gênés, certains souriant nerveusement pour plaire à leur chef. Étienne resta immobile, son expression inchangée. Il avait affronté des tempêtes qui avaient détruit des récoltes entières. Il avait survécu à des sécheresses qui avaient tué des centaines d'animaux. Il avait enterré des êtres chers de ses propres mains. Les rires de personnes vides ne signifiaient rien pour lui. « Écoutez, monsieur Dubois. » Marc s'essuya une larme imaginaire de l'œil, toujours secoué par le rire. « Je vais être généreux, et je vais consulter votre compte pour vous montrer gentiment que vous êtes confus. Ainsi, vous pourrez rentrer chez vous sans plus de honte. Je vous remercie. » Étienne répondit avec un calme parfait. « Vérifiez le compte. » Marc fit un geste à Camille pour qu'elle lui donne la carte. La jeune femme obéit en lui tendant le plastique usé qui semblait aussi vieux que son propriétaire. Le directeur la prit entre ses doigts comme si c'était quelque chose de sale. « Voyons ce que nous avons ici, » murmura-t-il d'un ton théâtral en se dirigeant vers l'ordinateur principal. Plusieurs employés et clients curieux s'étaient approchés, voulant assister au moment où le pauvre vieil homme serait remis à sa place. Marc inséra la carte et tapa les commandes nécessaires pour accéder aux informations du compte. Son sourire moqueur restait fermement planté sur son visage pendant qu'il attendait que l'écran se charge. Et puis tout changea. Le sourire de Marc se figea. Ses yeux s'ouvrirent en grand. La couleur quitta son visage si vite qu'on aurait dit que quelqu'un avait tiré un bouchon invisible. Ses mains commencèrent à trembler sur le clavier. « C'est une erreur », murmura-t-il pour lui-même. Sa voix soudainement rauque. Il tapa à nouveau, vérifiant, rechargeant la page, cherchant désespérément une faille du système qui expliquerait ce qu'il voyait. Mais les chiffres restaient là, immuables, réels. Le compte d'Étienne Dubois n'avait pas 1 million. Il avait 47 millions d'euros. Le silence qui tomba sur l'agence fut absolu. Marc resta paralysé devant l'écran, son esprit incapable de traiter l'information. Tous ces rires, toutes ces moqueries, toute cette humiliation publique avaient été dirigés vers un homme qui aurait pu acheter la banque entière s'il le voulait. Camille, qui était restée silencieuse pendant toute l'humiliation, s'approcha discrètement pour regarder l'écran. Quand elle vit les chiffres, elle dut se tenir au comptoir pour ne pas perdre l'équilibre. « Monsieur Dubois », la voix de Marc sortit comme un croassement étranglé. « Je ne savais pas. C'est suffisant pour mon retrait ?» Étienne demanda avec le même calme que toujours, comme si rien ne s'était passé. Le directeur déglutit bruyamment. En toutes ses années de carrière, il n'avait jamais commis une erreur aussi catastrophique. Il avait humilié publiquement l'un des clients les plus importants que la banque puisse avoir. Son travail, sa réputation, tout était en danger. « Bien sûr, monsieur Dubois », Marc bégaya, son arrogance complètement évaporée. « 1000 excuses pour la confusion. Permettez-moi de vous accueillir personnellement dans mon bureau privé. Nous vous offrirons du café, tout ce que vous désirez. C'est un honneur de vous avoir comme client. » Étienne le regarda pendant un long moment. Dans ses yeux, il y avait quelque chose que Marc ne put déchiffrer. Ce n'était ni de la rage ni du ressentiment. C'était quelque chose de plus profond, de plus troublant. « Il y a 5 minutes, j'étais un sujet de moquerie. » Étienne parla finalement, sa voix sereine, mais avec un poids qui fit reculer tous les présents. « Il y a 5 minutes, vous vous moquiez de mes mains sales, de mes vêtements de travail, de mon apparence. Rien n'a changé en moi depuis lors. Je suis toujours le même homme qui est entré par cette porte. La seule différence est que maintenant vous savez combien de zéros il y a sur mon compte. » Le directeur ne trouva pas les mots pour répondre. « Mon père m'a enseigné quelque chose il y a de nombreuses années. » Étienne continua. «
Il m'a dit que l'argent ne fait pas les gens, mais qu'il les révèle. Aujourd'hui, monsieur le directeur, votre argent vous a révélé, et mon argent m'a révélé. They be side, the volume, indices and the volume, in the lessified. Il se tourna vers Camille, qui avait des larmes aux yeux. Mademoiselle, vous avez été la seule personne ici à me traiter comme un être humain depuis mon arrivée, la seule à me dire bonjour sincèrement. Je veux que ce soit vous qui traitiez mon retrait. Camille hocha la tête en s'essuyant discrètement les yeux. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, les portes de la banque s'ouvrirent en grand. Un jeune homme entra en courant, le visage décomposé par une urgence qui attira immédiatement l'attention de tous. « Papy !» cria-t-il, cherchant frénétiquement dans la foule jusqu'à trouver Étienne. « Papy, Dieu merci, je t'ai trouvé. C'est mamie. L'hôpital a appelé, tu dois venir tout de suite. » Le visage d'Étienne, qui était resté serein pendant toute l'humiliation, pâlit instantanément. Pour la première fois, son calme inébranlable se fissura. « Cécile !» murmura-t-il, sa voix soudainement fragile. « Qu'est-il arrivé à Cécile ? Je n'ai pas les détails. » Le jeune homme répondit d'une voix tremblante. « Ils ont juste dit que c'était grave, très grave. » Sans dire un mot de plus, Étienne commença à marcher vers la sortie. Il s'arrêta un instant à côté de Marc, qui était toujours paralysé comme une statue. « Le retrait peut attendre, » dit le vieil homme. « Mais cette conversation n'est pas terminée. » Et avec ces mots, Étienne Dubois sortit de la banque aussi silencieusement qu'il était entré, laissant derrière lui 1 million de questions sans réponse. D'où venait cette fortune? Pourquoi un multimillionnaire vivait-il comme un simple paysan? Quel secret gardait ce vieil homme aux mains calleuses et aux comptes bancaires de Magna? Et le plus important, qu'était-il arrivé à Cécile? Les réponses changeraient la vie de toutes les personnes présentes dans cette agence pour toujours. L'hôpital régional Saint-Martin était un bâtiment ancien qui avait vu naître et mourir des générations entières de la communauté. Ses murs gardaient les secrets de familles brisées et réunies, de miracles médicaux et d'adieux douloureux. C'était le genre d'endroit où l'espoir et le désespoir coexistaient dans chaque couloir. Étienne arriva en courant autant que ses jambes le lui permettaient. Son petit-fils, Antoine, le tenait par le bras tandis qu'il traversait les portes des urgences. Le vieil homme qui, quelques minutes auparavant, avait affronté l'humiliation avec une dignité d'acier, tremblait maintenant comme une feuille au vent. « Où est ma femme ?» demanda-t-il à la première infirmière qu'il rencontra, sa voix se brisant. « Cécile Dubois, ils l'ont amenée récemment. S'il vous plaît, je dois la voir. » L'infirmière consulta ses registres avec un calme qu'Étienne trouva insupportablement lent. Chambre 212. 2e étage. « Mais monsieur, seuls les membres de la famille directe peuvent entrer. » Et Étienne n'écouta pas le reste. Il était déjà en train de marcher vers les escaliers, ignorant l'ascenseur, comme si chaque seconde d'attente était une seconde volée à sa vie aux côtés de Cécile. Antoine le suivait de près. « Papy, calme-toi. Les médecins sont avec elle. Tout va bien se passer. » Mais Étienne connaissait ce ton. C'était le même ton qu'il avait utilisé tant de fois pour consoler les autres quand il n'y avait pas de consolation possible. C'était le ton de celui qui parle pour remplir le silence, parce que la vérité fait trop mal. Quand ils arrivèrent au 2e étage, un médecin à l'expression grave les attendait dans le couloir. Le docteur Olivier Dupont était un homme qui avait dédié sa vie à sauver d'autres et avait appris il y a longtemps qu'il fallait parfois que les mots les plus difficiles soient les plus nécessaires. « Monsieur Dubois ?» demanda-t-il en voyant Étienne s'approcher. « C'est moi? Comment va ma femme? Que lui est-il arrivé ?» Le docteur Dupont inspira profondément. « Monsieur Dubois, votre femme a subi un grave infarctus. Ils l'ont trouvée inconsciente chez elle il y a quelques heures. Les voisins ont appelé les urgences quand elle ne répondait pas. » Le monde d'Étienne s'arrêta. Ses genoux menacèrent de céder, mais Antoine le soutint fermement. « Elle va s'en sortir ?» La question sortit comme un murmure désespéré. « S'il vous plaît, dites-moi qu'elle va s'en sortir. » Le docteur Dupont baissa les yeux un instant avant de continuer. « Nous avons réussi à la stabiliser, mais son état est délicat. Les prochaines heures seront critiques. Nous devons lui faire une chirurgie d'urgence pour réparer les dommages cardiaques. Sans l'opération, les chances de survie sont très faibles. Alors faites-la. » Étienne répondit immédiatement. « Faites ce que vous avez à faire. Le coup m'importe peu. Sauvez-la, c'est tout. » Le docteur hésita. « Monsieur Dubois, il y a autre chose que vous devez savoir. La procédure dont votre femme a besoin est extrêmement spécialisée. Nous n'avons pas l'équipement ni le spécialiste nécessaire ici à Saint-Martin. Nous devrions la transférer au centre médical parisien dans la capitale, et le temps est un facteur crucial. Combien de temps avons-nous? Idéalement, la chirurgie devrait être réalisée dans les prochaines 24 heures. Après cela, chaque heure qui passe réduit significativement les chances de succès. » Antoine intervint. «
Docteur, quel est le coût de la procédure et du transfert? Le docteur Dupont échangea un regard gêné avec l'infirmière à ses côtés. Le transfert en ambulance aérienne, la chirurgie, les spécialistes, la récupération. Nous parlons de plusieurs centaines de milliers d'euros, et le centre médical parisien exige un acompte considérable avant de programmer toute procédure de cette ampleur. Antoine pâlit. Il connaissait la situation économique apparente de ses grands-parents. Il vivait dans une ferme modeste, sans luxe, sans ostentation. D'où tirerait-il cet argent? Mais Étienne n'hésita pas une seconde. « L'argent n'est pas un problème », dit-il avec une fermeté qui surprit tout le monde. « Passez les appels nécessaires. Je veux le meilleur spécialiste disponible, le meilleur équipement, le meilleur de tout. Ma femme le mérite. » Le docteur le regarda avec un mélange de compassion et de scepticisme. Il avait vu trop de familles faire des promesses qu'elles ne pouvaient pas tenir dans des moments de désespoir. « Monsieur Dubois, je comprends votre situation émotionnelle, mais je dois être honnête avec vous. Nous parlons d'une somme très considérable. L'hôpital aura besoin de garanties avant de... » « Docteur, » Étienne l'interrompit, sa voix retrouvant un peu de ce calme inébranlable qu'il avait montré à la banque. « Je vous donne ma parole que l'argent sera disponible avant la fin de la journée. Maintenant, s'il vous plaît, puis-je voir ma femme ?» Quelque chose dans les yeux du vieil homme convainquit le docteur qu'il n'était pas face à un homme qui faisait des promesses vides. Il hocha la tête lentement. « La chambre est au bout du couloir. Elle est sous sédatif, mais consciente par intermittence. Vous pouvez rester avec elle pendant que nous faisons les arrangements. » Étienne le remercia d'un signe de tête et se dirigea vers la chambre d'un pas qui semblait peser des tonnes. Quand il ouvrit la porte de la chambre 212, le cœur d'Étienne se brisa en 1000 morceaux. Cécile gisait sur le lit d'hôpital, connectée à des machines qui bipaient à un rythme constant, surveillant chaque battement d'un cœur qui avait aimé Étienne toute une vie. Ses cheveux, qui avaient autrefois été noirs comme la nuit, étaient maintenant complètement blancs, éparpillés sur l'oreiller comme une couronne d'argent. Ses yeux étaient fermés, mais même dans cet état de fragilité, Étienne pouvait voir la jeune femme magnifique dont il était tombé amoureux des décennies auparavant. Il s'approcha lentement, prit sa main dans les siennes, et les larmes qu'il avait retenues pendant des heures trouvèrent enfin la liberté. « Mon amour », murmura-t-il en portant la main de Cécile à ses lèvres, « je suis là, je ne m'en vais nulle part. » Comme si elle pouvait l'entendre à travers les couches de sédatifs, Cécile ouvrit lentement les yeux. Son regard, bien que troublé par les médicaments, trouva immédiatement son mari, Étienne. Sa voix était à peine un murmure, faible comme le battement d'ailes d'un papillon. « Chut, ne parle pas, garde tes forces. J'ai pensé que tu n'arriverais pas. » Une larme coula sur la joue de Cécile. « J'ai pensé que je partirais sans te voir. Jamais. » Étienne serra sa main avec douceur. « Tu ne partiras jamais sans moi, et tu ne partiras pas encore. Tu vas te rétablir, je te le promets. » Cécile tenta de sourire, mais l'effort était trop grand. « Toujours, toujours tu tiens tes promesses, et celle-ci ne fera pas exception. Ils vont opérer, mon amour, les meilleurs médecins. Nous allons nous en sortir. L'argent. » Cécile murmura, avec une inquiétude évidente. « Je ne veux pas. Je ne veux pas que tu dépenses l'argent des enfants. » Étienne ressentit une piqûre dans la poitrine. Après tant d'années, Cécile pensait toujours aux autres avant elle-même. Cette générosité infinie était l'une des milliers de raisons pour lesquelles il l'aimait. Ne t'inquiète pas pour ça maintenant. Préoccupe-toi seulement de te reposer, de reprendre des forces. Les yeux de Cécile commencèrent à se fermer à nouveau, les sédatifs la reprenant. Mais avant de s'endormir, elle murmura quelque chose qui fit battre le cœur d'Étienne avec une force renouvelée. « Jamais, jamais je n'ai regretté de t'avoir choisi. Même quand tout le monde disait que tu n'étais qu'un pauvre paysan, je savais. J'ai toujours su. » Elle ne termina pas la phrase. Le sommeil la reprit, laissant Étienne tenir sa main dans le silence de la chambre, avec le poids de décennies d'amour et de secrets pesant sur sa poitrine. Antoine entra silencieusement et s'assit à côté de son grand-père. « Papy !» parla-t-il à voix basse. « Comment allons-nous payer tout ça? Je ne veux pas être insensible, mais les médecins vont avoir besoin de réponses rapidement. » Étienne ne quitta pas Cécile des yeux. « Te souviens-tu de ce que je t'ai dit quand tu étais enfant? Quand tu me demandais pourquoi nous vivions à la ferme si nous pouvions acheter n'importe quelle maison que nous voulions ?» Antoine fronça les sourcils, confus. « Papy, tu ne m'as jamais dit ça. J'ai toujours pensé que nous avions à peine de quoi vivre. » « Exactement. » Étienne le regarda enfin. « Tu as pensé ce que tout le monde a pensé. Ce que je voulais que tout le monde pense. Je ne comprends pas. Ta grand-mère et moi avons pris une décision il y a de nombreuses années. Une décision que très peu de gens connaissent. Nous avons décidé que l'argent ne définirait jamais qui nous étions, ni comment nous vivions.
Nous avons décidé d'élever notre famille avec des valeurs, pas avec des luxes. Leur enseigner la valeur du travail, de l'humilité, de l'effort. Antoine le regardait avec des yeux de plus en plus grands. « Papy, de quoi parles-tu? Aujourd'hui, je suis allé à la banque pour retirer de l'argent pour l'opération de ta grand-mère. Je savais que son cœur défaillait depuis longtemps. Les médecins nous l'avaient averti, mais elle refusait de dépenser de l'argent pour elle-même. Elle disait que cet argent était pour vous, pour les futures générations. Combien d'argent, papy? » Étienne inspira profondément. 47 millions d'euros. Le silence qui suivit fut si profond qu'Antoine pouvait entendre son propre cœur battre. « C'est impossible, bégaya-t-il finalement. Nous sommes des paysans. Nous vivons dans une maison en bois. Nous n'avons jamais eu de voiture neuve. J'ai travaillé depuis mes 14 ans pour aider aux dépenses. Comment est-ce possible? C'est une longue histoire, mon enfant. Une histoire que ta grand-mère et moi avons gardée toute notre vie. Une histoire que nous avons promis de raconter seulement quand ce serait absolument nécessaire. » Avant qu'Antoine ne puisse répondre, la porte de la chambre s'ouvrit. C'était une infirmière avec une expression urgente. « Monsieur Dubois, quelqu'un vous demande à la réception. Il dit qu'il vient du Crédit Métropolitain. Il insiste pour vous parler personnellement. » Étienne et Antoine échangèrent des regards surpris. « De la banque ?» demanda Antoine. « Comment ont-ils su que tu étais ici ?» Étienne se leva lentement en embrassant Cécile sur le front avant de se diriger vers la porte. « Reste avec elle, » dit-il à Antoine. « Ne la laisse pas seule un instant. » Quand Étienne arriva à la réception de l'hôpital, il se trouva face à une scène inattendue. Marc Lévesque était là, mais ce n'était plus l'homme arrogant d'heures auparavant. Sa posture était voûtée, son expression défaite. À côté de lui se tenait une femme d'âge moyen à l'expression professionnelle, mais préoccupée. Derrière eux, 2 hommes en costume sombre attendaient en silence. « Monsieur Dubois », Marc s'avança d'un pas hésitant. « Je suis profondément désolé de vous déranger à un tel moment. J'ai su par les registres d'urgence que votre femme était ici. J'avais besoin de vous parler. Que voulez-vous » La voix d'Étienne était froide, mais pas hostile. « Tout d'abord, vous présentez mes plus sincères excuses pour mon comportement de ce matin. C'était impardonnable, inexcusable. J'ai jugé sur les apparences et... Vous êtes venu jusqu'ici pour vous excuser ?» Étienne l'interrompit. Marc baissa les yeux. « Pas seulement pour cela, monsieur. Après votre départ, la directrice régionale de la banque a été informée de ce qui s'était passé. Il désigna la femme à ses côtés. C'est Madame Geneviève Leclerc. Elle est ici pour vous parler d'une affaire liée à votre compte. » La femme s'avança, son expression professionnelle, mais avec une touche de réelle inquiétude. « Monsieur Dubois, je regrette de vous rencontrer dans ces circonstances. La banque a été informée de l'urgence médicale de votre femme. Nous voulons que vous sachiez que toutes les ressources nécessaires à son traitement sont à votre disposition immédiatement, sans formalité, sans délai. C'est le minimum que nous puissions faire après le traitement honteux que vous avez reçu ce matin. » Étienne l'étudia un instant. « Je vous remercie, mais je n'ai pas besoin de faveur. Je peux payer le traitement de ma femme. »« Nous le savons, monsieur. Mais il y a autre chose. » Geneviève échangea un regard nerveux avec les hommes en costume sombre. « Il y a une affaire liée à votre compte qui nécessite une attention urgente. Une affaire qui ne peut pas attendre. Ma femme se bat pour sa vie. Toute affaire bancaire peut attendre. Je crains que non, monsieur Dubois. » L'un des hommes en costume sombre parla pour la première fois. « Mon nom est Nicolas Lefebvre. Je suis enquêteur de l'unité de renseignement financier. Nous surveillons votre compte depuis un certain temps, et ce matin, lorsque les alertes ont été activées par le retrait que vous avez demandé, nous avons découvert quelque chose que vous devez savoir. » Étienne sentit un frisson lui parcourir le dos. « Qu'avez-vous découvert ?» L'enquêteur Lefebvre regarda autour de lui, s'assurant que personne d'autre ne pouvait entendre. « Monsieur Dubois, quelqu'un a tenté d'accéder illégalement à votre compte au cours des derniers mois. Plusieurs tentatives de transfert non autorisées. Quelqu'un connaît votre argent. Quelqu'un de très proche de vous. » Le cœur d'Étienne s'arrêta. « Et le plus préoccupant, continua Lefebvre, c'est que les tentatives d'accès provenaient d'une adresse liée à un membre direct de votre famille. » Les murs de l'hôpital semblèrent se refermer autour d'Étienne. Un membre de la famille, quelqu'un de son propre sang tentant de voler l'argent que lui et Cécile avaient protégé toute leur vie. « Qui ?» Le mot sortit comme un murmure étranglé. « C'est ce que nous devons enquêter. Mais, monsieur Dubois, tant que nous ne saurons pas exactement qui est derrière tout cela, vous ne pouvez faire confiance à personne. » À ce moment, Antoine apparut en courant dans le couloir, le visage pâle comme la cire. « Papy, c'est mamie. Les moniteurs ont commencé à sonner. Les médecins disent qu'elle s'aggrave. » Étienne courut vers les escaliers.
son esprit partagé entre la terreur de perdre sa femme et la trahison de découvrir que quelqu'un de sa propre famille voulait le voler. Qui était le traître? Et quels autres secrets étaient sur le point d'être révélés? Les réponses étaient plus proches qu'Étienne ne l'imaginait, et seraient plus douloureuses qu'il n'aurait jamais pu supporter. Les moniteurs cardiaques émettaient un son aigu et intermittent qui transperçait l'âme d'Étienne comme 1000 aiguilles. Il courut dans le couloir de l'hôpital, à une vitesse que ses années ne devraient pas permettre, poussant des portes, esquivant des infirmières, le cœur battant dans sa gorge. Quand il arriva à la chambre 212, le docteur Dupont et 2 infirmières entouraient le lit de Cécile. Leurs mouvements étaient rapides, précis, urgents. Le vieil homme s'arrêta sur le seuil, paralysé par la terreur de ce qu'il voyait. « Cécile !» cria-t-il en essayant de s'approcher. Mais une infirmière l'arrêta gentiment. « Monsieur, vous devez attendre dehors. Les médecins travaillent. C'est ma femme. Je ne m'en vais nulle part. » Le docteur Dupont leva les yeux un instant. « Laissez-le rester. Mais, monsieur Dubois, j'ai besoin que vous restiez dans ce coin et que vous n'interfériez pas. » Étienne obéit en se pressant contre le mur, ses mains tremblantes lui couvrant la bouche, tandis qu'il observait impuissant comment les médecins luttaient pour stabiliser la femme qu'il avait aimée pendant plus de 5 décennies. Les minutes s'étirèrent comme des heures. Chaque bip du moniteur était une prière. Chaque silence entre les bips était une éternité d'angoisse. Antoine apparut à la porte, son visage reflétant la même terreur qui consumait son grand-père. Finalement, après ce qui sembla une vie entière, le rythme du moniteur commença à se stabiliser. Le son aigu se transforma en un poule constant, encore faible, mais présent, vivant. Le docteur Dupont s'éloigna du lit, retirant ses gants avec un soupir de soulagement mêlé d'inquiétude. « Nous avons réussi à la stabiliser à nouveau, » dit-il en s'approchant d'Étienne. « Mais, monsieur Dubois, je dois être tout à fait honnête avec vous. Votre femme ne résistera pas à une autre crise comme celle-ci. La chirurgie n'est plus une option. C'est une nécessité absolue et immédiate. Alors, faites-la ici tout de suite. Nous ne pouvons pas. Je vous l'ai déjà expliqué. Nous n'avons pas l'équipement spécialisé ni le chirurgien cardiovasculaire nécessaire. Le seul endroit où cette procédure peut être effectuée est le centre médical parisien dans la capitale. » Étienne regarda Cécile, qui avait de nouveau perdu connaissance. Sa respiration était si faible qu'elle bougeait à peine les draps sur sa poitrine. « Combien de temps avons-nous? Si nous la transférons dans les prochaines heures, les chances de succès sont raisonnables. Si nous attendons plus, chaque minute qui passe réduira ces chances significativement. » À ce moment, Geneviève Leclerc apparut à la porte de la chambre. La directrice régionale de la banque était restée à l'hôpital, attendant le moment approprié pour intervenir. « Monsieur Dubois », parla-t-elle d'une voix professionnelle, mais chargée d'une réelle inquiétude. « Je me suis permis de passer quelques appels. Il y a un hélicoptère médical disponible, qui peut transporter votre femme au centre médical parisien en moins d'1 heure. Le meilleur chirurgien cardiovasculaire du pays, le docteur Sébastien Moreau, est disponible et a accepté de pratiquer l'opération ce soir même. » Étienne la regarda avec surprise. « Comment avez-vous réussi tout cela si vite? La banque a des accords avec des services médicaux d'urgence pour nos clients préférentiels, et après ce qui s'est passé ce matin, c'est le moins que nous puissions faire. » Elle marqua une pause avant de continuer. « Les coûts seront couverts immédiatement depuis votre compte avec votre autorisation, bien sûr. Vous avez mon autorisation. Faites le nécessaire. » Le docteur Dupont intervint. « Madame, si c'est vrai, nous devons coordonner le transfert immédiatement. Chaque minute compte. C'est déjà en route. » Geneviève répondit. L'hélicoptère atterrira sur le toit de l'hôpital dans environ 20 minutes. Pendant que les professionnels de la santé commençaient les préparatifs pour le transfert, Étienne s'approcha du lit de Cécile, prit sa main froide dans les siennes et se pencha pour lui murmurer à l'oreille. « Tiens bon, mon amour, nous allons nous en sortir ensemble, comme toujours. » Antoine s'approcha de son grand-père en posant une main sur son épaule. « Papy, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Tout ça, l'argent, les enquêteurs, quelqu'un de la famille qui essaye de voler. Je suis complètement perdu. » Étienne ferma les yeux un instant. Le poids des secrets gardés pendant des décennies pesait sur lui, exigeant d'être libéré. « Ta grand-mère et moi avions promis d'emporter cette histoire dans la tombe, mais il semble que le destin ait d'autres plans. » Il regarda son petit-fils droit dans les yeux. « Tu mérites de savoir la vérité. Toute ta famille mérite de la savoir. Mais ce n'est pas le moment. D'abord, nous devons nous assurer que ta grand-mère survive. Après, quand elle sera hors de danger, je vous raconterai tout. Au moins tu peux me dire d'où vient tout cet argent. J'ai grandi en pensant que nous avions à peine de quoi manger. » Étienne sourit tristement. « Et c'était exactement l'idée, mon enfant. Nous voulions que toi, tes frères,
Tous nos petits-enfants grandissent en valorisant le travail, l'effort, l'humilité. Trop de familles ont été détruites par des fortunes héritées que leurs membres n'ont jamais appris à apprécier. Mais 47 millions, papy, ça n'apparaît pas de nulle part. Ça n'est pas apparu de nulle part. Chaque centime de cet argent a été gagné à la sueur de notre front, avec sacrifice, avec des décisions qui ont changé le cours de nos vies. Les yeux d'Étienne se perdirent dans des souvenirs lointains. Il y a de nombreuses années, quand ta grand-mère et moi étions jeunes et n'avions rien, j'ai pris un risque que tous pensaient me détruire. J'ai investi ce que nous avions, jusqu'au dernier sou, dans quelque chose que personne d'autre ne croyait possible. Dans quoi? Avant qu'Étienne ne puisse répondre, l'enquêteur Nicolas Lefebvre entra dans la pièce avec une expression grave. « Monsieur Dubois, je suis désolé d'interrompre, mais nous avons de nouvelles informations sur les tentatives d'accès à votre compte. Des informations qui ne peuvent pas attendre. » Étienne sentit un nœud se former dans son estomac. « Qu'avez-vous découvert ?» Lefebvre regarda Antoine un instant, comme pour évaluer s'il devait parler devant lui. Il décida finalement que la situation était trop urgente pour les subtilités. Les tentatives de transfert non autorisées provenaient de 3 adresses différentes. L'une d'elles est liée à un ordinateur enregistré au nom de Mathilde Dubois. Le nom frappa Étienne comme un coup de poing dans la poitrine. « Mathilde ?»« Antoine » s'exclama avec incrédulité. « Ma sœur ? C'est impossible. Mathilde ne vit même pas dans le pays. Elle est en Europe depuis des années. Les transferts peuvent être effectués de n'importe où dans le monde, » expliqua Lefebvre. « Et selon nos registres, Mademoiselle Mathilde Dubois est revenue au pays il y a plusieurs semaines. Nous ne savons pas exactement où elle se trouve, mais elle est définitivement ici. » Étienne s'effondra sur une chaise, le poids de cette révélation l'écrasant. Mathilde, sa petite fille aînée, la première à quitter la ferme, la première à rejeter la vie simple que lui et Cécile avaient construite. Elle avait toujours été différente, avait toujours voulu plus, avait toujours eu l'impression qu'elle méritait plus. « Il doit y avoir une erreur », murmura Antoine, sa voix tremblante. « Mathilde peut être beaucoup de choses, mais ce n'est pas une voleuse. Elle ne volerait pas ses propres grands-parents. »« Les faits ne mentent pas, monsieur », répondit Lefebvre avec fermeté, mais sans cruauté. « Mais il y a plus. Les 2 autres adresses d'accès sont toujours en cours d'investigation. L'une semble provenir d'une société de conseil financier. L'autre est cryptée de manière très sophistiquée. Quiconque est derrière tout cela a des connaissances avancées en sécurité informatique. Vous êtes en train de dire qu'il y a plus d'une personne impliquée? Je dis que cela semble être quelque chose de plus grand qu'une simple tentative de vol familial. Quelqu'un savait exactement combien d'argent vous aviez et comment tenter d'y accéder. Quelqu'un avec des informations privilégiées. » Le bruit d'hélice s'approchant interrompit la conversation. L'hélicoptère médical était arrivé. Les minutes suivantes furent un tourbillon d'activités contrôlées. Cécile fut préparée pour le transfert avec une précision militaire. Étienne insista pour l'accompagner dans l'hélicoptère et personne n'eut le cœur de le lui refuser. Avant de monter, il s'arrêta devant Antoine. « J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Quelque chose d'important. Tout ce que tu voudras, papy. Va à la ferme. Dans ma chambre, sous la planche lâche près de la fenêtre, il y a une boîte en métal. Apporte-la à l'hôpital de la capitale. Ne l'ouvre pas. Ne laisse personne la voir. Tu as compris ?» Antoine hocha la tête, bien que la confusion fût évidente sur son visage. « Qu'y a-t-il dans cette boîte ?»« La vérité. Toute la vérité sur notre famille, sur l'argent, sur tout. In vlees of lalen dadua. Human niefain. Versoteglijk. » Étienne serra l'épaule de son petit-fils. « Et Antoine, sois prudent. Si ce que l'enquêteur dit est vrai, nous ne savons pas à qui nous pouvons faire confiance. » Le vieil homme monta dans l'hélicoptère aux côtés de Cécile. À travers la fenêtre, il vit son petit-fils devenir de plus en plus petit, tandis que l'aéronef s'élevait dans le ciel nocturne. Cécile était connectée à de multiples moniteurs, sa vie dépendant des machines et de l'expertise des paramédicaux qui l'accompagnaient. Étienne tenait sa main en lui murmurant des mots d'amour qu'il espérait qu'elle puisse entendre quelque part au fond de sa conscience. « Te souviens-tu quand nous nous sommes rencontrés ?» parla-t-il doucement, plus pour lui-même que pour elle. « J'étais un garçon sans rien. Je travaillais dans les champs de ton père pour un salaire qui suffisait à peine pour manger. Et toi, tu étais la fille du patron. La plus belle femme que j'ai jamais vue de ma vie. » Une larme coula sur sa joue ridée. Tout le monde disait que j'étais fou de ne serait-ce que te regarder. Ton père a menacé de me détruire si j'osais m'approcher. Mais toi, Cécile, toi, tu as vu en moi quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Tu m'as choisi quand tu aurais pu choisir n'importe qui. L'hélicoptère traversait la nuit.
les lumières de la ville apparaissant à l'horizon comme des étoiles tombées. Et ensemble, nous avons tout construit. Chaque décision, chaque sacrifice, chaque triomphe et chaque échec, nous les avons affrontés ensemble. Tu ne peux pas partir maintenant, mon amour. Non, alors qu'il nous reste tant d'histoires à vivre. L'un des paramédicaux s'approcha avec une expression professionnelle, mais compatissante. Monsieur, nous sommes sur le point d'atterrir. L'équipe chirurgicale est prête et attend. Étienne hocha la tête sans lâcher la main de Cécile. Quand l'hélicoptère atterrit sur le toit du centre médical parisien, une équipe de spécialistes attendait avec une civière. Tout se passa très vite. Cécile fut transférée à l'unité de soins intensifs, tandis qu'Étienne était conduit dans une salle d'attente privée. Le docteur Sébastien Moreau, le chirurgien cardiovasculaire, se présenta avant d'entrer au bloc opératoire. C'était un homme d'âge moyen, avec des yeux qui transmettaient confiance et compétence. « Monsieur Dubois, je vais être direct avec vous. L'état de votre femme est grave. La chirurgie que nous allons effectuer est complexe et comporte des risques importants. Mais j'ai examiné ses études et je crois que nous pouvons la sauver. Quelles sont les chances ?» Le docteur Moreau le regarda avec honnêteté. Si tout se passe bien, elle a de bonnes chances de récupération complète. Mais monsieur Dubois, à son âge, toute chirurgie cardiaque est un défi. Je dois vous préparer à tous les résultats. Étienne inspira profondément. Docteur, cette femme a été ma vie pendant plus de 50 ans. Faites tout ce qui est en votre pouvoir, s'il vous plaît. Vous avez ma parole. Le chirurgien disparut derrière les portes du bloc opératoire, laissant Étienne seul dans la salle d'attente. Le silence était assourdissant. Les murs blancs semblaient se refermer sur lui. Pour la première fois depuis des décennies, Étienne Dubois se sentit complètement seul. Il s'agenouilla à côté d'une des chaises, ferma les yeux et commença à prier. Il n'était pas un homme particulièrement religieux, mais à ce moment-là, il aurait fait n'importe quoi, n'importe quel pacte, n'importe quel sacrifice pour sauver sa Cécile. Les heures passèrent comme des siècles. Des infirmières entraient occasionnellement pour lui offrir de l'eau ou du café, mais Étienne refusait tout. Il ne pouvait ni manger ni boire, tandis que l'amour de sa vie luttait pour survivre quelque part derrière ses portes. Ce fut pendant ces heures interminables d'attente que les souvenirs commencèrent à l'inonder. Des souvenirs d'une vie entière partagée. Le jour où ils se marièrent, Cécile portant une robe simple qu'elle avait elle-même cousue. La naissance de leur premier enfant, quand Étienne pleura plus que le bébé. Les années difficiles, quand il ne savait pas s'il y aurait assez de nourriture pour le lendemain. Et puis le moment qui changea tout, le moment que personne ne connaissait, sauf lui et Cécile, le moment qui les transforma en millionnaires. Pendant qu'Étienne se perdait dans ses souvenirs, son téléphone commença à sonner. C'était un numéro inconnu. Normalement, il n'aurait pas répondu, mais quelque chose l'incita à le faire. « Papi !» La voix à l'autre bout était féminine, familière, chargée d'une émotion qu'Étienne ne put identifier immédiatement. Son sang se glaça. « Mathilde. Papi, j'ai besoin de te parler. S'il te plaît, ne raccroche pas. Je sais ce que tu penses que j'ai fait, mais tu dois m'écouter. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. » Étienne serra le téléphone avec force. « Où es-tu? Pourquoi as-tu essayé d'accéder à mon compte? » « Ce n'était pas moi, papi. Enfin, techniquement si, c'était moi, mais pas de la manière que tu penses. Quelqu'un m'a obligé. Quelqu'un qui a des informations sur notre famille, des informations qui pourraient nous détruire tous. De quoi parles-tu? Je ne peux pas l'expliquer au téléphone. J'ai besoin de te voir en personne. Mais papi, tu dois me croire. Il y a quelqu'un d'autre derrière tout ça. Quelqu'un qui sait pour l'argent, comment tu l'as obtenu, pour tout, et il est prêt à utiliser ces informations pour te détruire. » La ligne fut coupée brusquement. Étienne resta à regarder le téléphone, son esprit traitant les mots de sa petite fille. Était-ce vrai, ou était-ce un autre mensonge d'une personne désespérée pour couvrir ses crimes? Et le plus troublant de tout, qui d'autre connaissait le secret que lui et Cécile avaient gardé toute leur vie? Un secret qui, s'il était révélé, pourrait changer l'histoire de sa famille pour toujours. Les portes du bloc opératoire s'ouvrirent. Le docteur Moreau sortit, marchant lentement, son expression impossible à lire. Étienne se leva, le cœur suspendu à son anticipation. Le chirurgien s'approcha, retira son bonnet chirurgical et prononça les mots qui détermineraient le reste de la vie d'Étienne Dubois. « Monsieur Dubois, votre femme. Monsieur Dubois, votre femme. » Le docteur Moreau marqua une pause qui sembla durer une éternité. Étienne sentit que le monde entier s'arrêtait, que l'air quittait ses poumons, que son cœur oubliait comment battre, a survécu à la chirurgie. Les jambes d'Étienne cédèrent. Il s'effondra sur la chaise la plus proche, couvrant son visage de ses mains, tandis que des sanglots silencieux secouaient son corps.
Des décennies de force, d'être le pilier inébranlable de sa famille, s'effondrèrent en un instant de soulagement absolu. L'opération a été extrêmement complexe, continua le docteur Moreau en s'asseyant à côté du vieil homme. Nous avons trouvé plus de dégâts que prévu, mais votre femme est une femme extraordinairement forte. Elle s'est battue sur cette table d'opération comme peu de personnes que j'ai vues dans ma carrière. Elle va s'en sortir? Étienne réussit à articuler entre deux larmes. Les prochaines heures seront cruciales. Nous la transférerons à l'unité de soins intensifs, où elle sera surveillée en permanence. Si elle passe la nuit sans complications, ses chances de récupération augmenteront significativement. Puis-je la voir? Elle est toujours sous les effets de l'anesthésie, mais vous pouvez rester avec elle. Parfois, la présence des êtres chers fait plus que n'importe quel médicament. Étienne fut conduit à l'unité de soins intensifs. Cécile gisait dans un lit entouré de machines qui surveillaient chaque battement de son cœur nouvellement réparé. Des tubes et des câbles la connectaient à des moniteurs qui émettaient des sons rythmiques constants, vivants. Il s'assit à côté d'elle et prit sa main avec une infinie délicatesse. « Tu as réussi, mon amour », murmura-t-il. « Je savais que tu y arriverais. Tu as toujours été plus forte que moi. » Il passa des heures là, sans bouger, sans dormir, simplement en tenant la main de la femme qui avait été sa compagne dans chaque bataille de la vie. Les souvenirs continuaient d'arriver par vagues, chacun plus vif que le précédent. Il se souvint du jour où ils décidèrent de se marier en secret, car le père de Cécile n'aurait jamais approuvé que sa fille s'unisse à un simple ouvrier agricole. Il se souvint de la fureur du vieil homme quand il découvrit la vérité, comment il les chassa de sa propriété sans rien d'autre que les vêtements qu'il portait. Il se souvint des nuits froides dans cette petite chambre louée, quand Cécile pleurait en silence, pensant qu'il ne l'entendait pas. Et il se souvint du moment qui changea tout, la découverte qui transforma leur destin. Un bruit à la porte interrompit ses pensées. C'était Antoine, les vêtements froissés et le visage marqué par la fatigue et l'inquiétude. Dans ses mains, il tenait une boîte en métal rouillé. « Papy » murmura-t-il en s'approchant. « J'ai trouvé la boîte, comme tu as dit, sous la planche lâche. » Étienne regarda son petit-fils, puis la boîte qui était restée cachée pendant tant d'années. Il sentit le poids des décisions qu'il était sur le point de prendre. « Comment va mamie? Elle a survécu à la chirurgie. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. » Antoine laissa échapper un soupir de soulagement. « Dieu merci. » Il s'assit à côté de son grand-père, posant la boîte sur une table d'appoint. « Papy, sur le chemin du retour, j'ai reçu un appel. C'était Mathilde. » Étienne se tendit immédiatement. « Que voulait-elle? » « Elle est ici en ville. Elle dit qu'elle a besoin de nous voir d'urgence, qu'elle a des informations importantes sur ce qui se passe, qu'il y a quelqu'un d'autre d'impliqué, quelqu'un que personne d'entre nous ne soupçonne. Tu lui as dit où nous étions? » Antoine baissa les yeux avec culpabilité. « Oui, je suis désolé, papy. C'est ma sœur. Malgré tout, je ne peux pas croire qu'elle veuille vraiment nous faire du mal. » Étienne garda le silence un long moment. La situation se compliquait de plus en plus. Mathilde, sa petite fille aînée, la première à rejeter la vie simple de la ferme, avait toujours été ambitieuse. Elle avait toujours voulu plus que ce que la vie rurale pouvait lui offrir. Mais une traîtresse capable de voler ses propres grands-parents, quand arrive-t-elle? Elle a dit qu'elle viendrait dans quelques heures. Elle vient de l'autre bout de la ville. Étienne hocha la tête lentement. Alors, nous avons le temps. Assez de temps pour que tu connaisses la vérité avant qu'elle n'arrive. Il prit la boîte en métal avec des mains qui tremblaient légèrement. Ce n'était pas le poids physique qu'il avait du mal à porter, mais le poids des secrets qu'elle contenait. Ce que je vais te raconter va changer tout ce que tu crois savoir sur notre famille, commença Étienne, sa voix grave et solennelle. Ta grand-mère et moi avions juré d'emporter cela dans la tombe, mais les événements d'aujourd'hui m'ont montré que certains secrets ne peuvent pas rester enterrés pour toujours. Il ouvrit la boîte lentement. À l'intérieur, il y avait des documents jaunis, de vieilles photographies, des coupures de journaux et un carnet aux couvertures usées. Il y a plusieurs décennies, quand ta grand-mère et moi étions jeunes et n'avions rien, je travaillais sur les terres de son père. Monsieur Philippe Leclerc était propriétaire de centaines d'hectares, l'un des propriétaires terriens les plus puissants de la région. J'étais juste un paysan de plus, invisible, insignifiant. Il sortit une vieille photographie et la montra à Antoine. On y voyait un jeune Étienne, mince et les yeux pleins de rêves, aux côtés d'une belle jeune femme qui ne pouvait être que Cécile. Nous sommes tombés amoureux en secret. Chaque rencontre était un risque. Si son père nous avait découvert, il m'aurait détruit. Mais l'amour jeune est imprudent, et nous n'avons pas fait exception. Comment a-t-il découvert que vous étiez ensemble? Cécile est tombée enceinte. Étienne répondit avec un sourire triste.
Ton père, mon fils aîné, a été conçu au milieu de cet amour interdit. Quand nous n'avons plus pu cacher la vérité, nous nous sommes mariés en secret. Le père de Cécile est devenu fou de rage lorsqu'il l'a appris. Il nous a chassés de sa propriété. Il a juré que nous ne recevrions jamais un sou de sa fortune, qu'il préférait la voir morte plutôt que mariée à un homme de rien comme moi. Antoine écoutait en silence, absorbant chaque mot. Nous avons passé des années difficiles. J'ai travaillé à tout ce que je pouvais, du lever au coucher du soleil. Cécile lavait le linge d'autrui pour aider aux dépenses. Nous avions à peine de quoi survivre, mais nous étions heureux, mon enfant. C'est la vérité la plus importante. Nous étions pauvres, mais nous avions quelque chose que l'argent ne peut acheter. Qu'est-ce qui a changé? Étienne sortit une coupure de journal de la boîte. Le titre, bien que décoloré par le temps, était toujours lisible. Découverte historique sur des terres rurales. Un jour, alors que je travaillais à nettoyer un terrain abandonné que j'avais acheté avec nos maigres économies, j'ai trouvé quelque chose. Au début, j'ai cru que c'était des déchets enterrés, de vieilles outils rouillés, mais quand j'ai continué à creuser, j'ai découvert que c'était bien plus. Les yeux d'Antoine s'agrandirent. Qu'as-tu trouvé? Des artefacts anciens, des pièces archéologiques d'une valeur inestimable. Il s'est avéré que notre petit terrain était sur les vestiges d'un ancien village autochtone. Des experts sont venus de partout pour étudier le site. Le gouvernement a voulu nous acheter la terre, mais j'ai refusé. Tu as refusé? Pourquoi? Parce qu'un avocat très astucieux m'a conseillé de ne pas vendre. Il m'a expliqué que j'avais des droits sur les découvertes faites sur ma propriété. Nous avons négocié pendant des mois. Finalement, nous sommes arrivés à un accord. Le gouvernement obtiendrait l'accès au site pour la recherche et la préservation, et je recevrais une juste compensation pour la découverte et l'utilisation de mes terres. Il sortit un autre document de la boîte. Cette compensation, investie judicieusement pendant des décennies, a grandi jusqu'à devenir ce que nous avons aujourd'hui, 47 millions d'euros. Tout est légal, tout est documenté, tout est gagné honnêtement. Antoine prit les documents d'une main tremblante. Pourquoi ne nous avez-vous jamais rien dit? Pourquoi vivre comme si nous étions pauvres? Parce que l'argent détruit les familles, mon enfant. Je l'ai vu trop de fois. Des héritiers qui se battent pour des fortunes, des frères qui deviennent ennemis, des enfants qui n'apprennent jamais la valeur du travail parce qu'ils n'ont jamais eu à faire d'efforts. Ta grand-mère et moi avons décidé que nos enfants et petits-enfants grandiraient avec des valeurs, pas avec des comptes bancaires. Mais alors, qui d'autre est au courant de tout ça? Étienne soupira profondément. C'est le problème. Nous pensions que le secret était en sécurité. Seuls nous, notre avocat de confiance, les fonctionnaires du gouvernement qui ont géré l'accord original, connaissaient la vérité. Mais évidemment, quelqu'un d'autre a découvert l'information. À ce moment, la porte de la chambre s'ouvrit. Les deux hommes se tournèrent pour voir qui entrait. C'était Mathilde. La jeune femme était magnifique, avec les cheveux sombres de sa grand-mère et les yeux perçants de son grand-père. Mais il y avait quelque chose de différent en elle, quelque chose qu'Étienne n'avait jamais vu auparavant, un mélange de peur et de détermination qui transformait ses traits familiers en quelque chose de presque méconnaissable. « Papy », dit-elle d'une voix tremblante, « avant que tu ne dises quoi que ce soit, j'ai besoin que tu m'écoutes, s'il te plaît. » Antoine se leva, se positionnant de manière protectrice à côté de son grand-père. « Mathilde, que se passe-t-il? Pourquoi apparais-tu après si longtemps juste au moment où tout ça explose? » « Parce que je n'ai pas commencé ça, Antoine. J'ai découvert quelque chose que je ne devais pas découvrir. Et maintenant, je suis prise au milieu de quelque chose de bien plus grand que nous tous. » Étienne l'observa avec des yeux qui avaient appris à lire les gens pendant des décennies de vie. Il voyait une peur sincère chez sa petite fille. Mais il voyait aussi quelque chose d'autre. Quelque chose qu'il ne parvenait pas à identifier. « Parle !» ordonna-t-il d'une voix ferme. « Explique-nous ce qui se passe. » Mathilde s'approcha lentement, vérifiant que personne d'autre ne pouvait entendre depuis le couloir. Il y a plusieurs mois, alors que je travaillais en Europe pour une société de conseil financier, on m'a assigné à enquêter sur des comptes bancaires suspects, des comptes avec de grosses sommes d'argent qui ne correspondaient pas au profil de leurs propriétaires. Elle marqua une pause, ses yeux se remplissant de larmes. L'un de ces comptes était le tien, papy. Le silence dans la chambre était absolu. Je ne savais pas que c'était toi au début. Je ne voyais que des chiffres, des schémas, des anomalies. Mais quand j'ai approfondi l'enquête, j'ai découvert que le compte appartenait à Étienne Dubois, mon propre grand-père, l'homme que je croyais avoir à peine de quoi vivre. « Et qu'as-tu fait de cette information ?» Étienne demanda d'une voix contrôlée. « J'ai commis la plus grande erreur de ma vie, » sanglota Mathilde. « Je l'ai raconté à mon patron. Je pensais que c'était juste une partie du travail, qu'il m'aiderait à comprendre comment mon grand-père avait accumulé cette fortune, mais au lieu de cela,
Il a vu une opportunité. « Qui est ton patron ?» Mathilde inspira profondément avant de prononcer le nom qui changerait tout. « Gaspard Leclerc, le petit-fils du père de mamie Cécile. Ton ennemi de toujours, papy, l'héritier de la famille qui a juré de te détruire. » Le nom frappa Étienne comme un éclair. Gaspard Leclerc, le petit-fils de l'homme qui les avait mis à la rue, le sang du propriétaire terrien qui avait promis qu'Étienne n'aurait jamais rien. Pendant des décennies, Étienne avait cru que cette famille avait disparu de sa vie, mais maintenant il comprenait que la haine pouvait s'hériter tout comme les fortunes. Il savait. Mathilde continua entre deux larmes. Il savait pour la découverte archéologique, pour l'accord avec le gouvernement, pour tout. Son grand-père est mort obsédé par l'idée que vous lui aviez volé quelque chose qui lui appartenait. Et Gaspard a hérité de cette obsession. Mais ces terres étaient les miennes légalement. Étienne protesta. Je les ai achetées avec de l'argent que j'ai gagné en travaillant honnêtement. Ça n'importe pas à Gaspard. Il croit que tout ce que tu as devrait appartenir à sa famille. Et quand il a découvert que j'étais ta petite fille, il m'a utilisé, m'a manipulé, m'a menacé de détruire ma carrière, de faire du mal à ma famille, si je ne l'aidais pas à accéder à ton compte. Antoine intervint furieux. Alors, tu l'as aidé, tu as trahi ton propre sang. Je n'avais pas le choix. Mathilde cria désespérée. Il a des contacts partout, pouvoir, influence, ressources. Il m'a dit que si je ne coopérais pas, il ferait en sorte que mamie ait un accident, que personne ne se douterait de rien. Les mots tombèrent comme des pierres dans l'eau calme de la chambre. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Étienne se leva lentement, son visage se transformant. « Qu'est-ce que tu as dit à propos de ta grand-mère » Mathilde pâlit en réalisant ce qu'elle avait révélé. « Papy, l'infarctus de mamie, Gaspard m'a dit qu'il ferait en sorte qu'elle n'interfère pas. J'ai pensé qu'il voulait juste dire qu'il la distrairait, qu'il la tiendrait occupée. Je n'ai pas pensé que... » Elle ne put terminer la phrase. La vérité était trop horrible pour la prononcer à voix haute. L'infarctus de Cécile n'avait pas été un accident. Quelqu'un l'avait provoqué délibérément. Et ce quelqu'un était toujours libre, planifiant son prochain mouvement. Étienne sentit une fureur qu'il n'avait jamais éprouvée de toute sa vie. Ce n'était pas le vieil homme serein qui avait supporté les humiliations avec dignité. C'était un homme prêt à protéger sa famille à tout prix. « Où est Gaspard Leclerc ?» demanda-t-il d'une voix qui aurait gelé l'enfer. Mathilde recula instinctivement devant la transformation de son grand-père. « Papy, tu ne peux pas l'affronter seul. Il est dangereux. Il a des gens qui travaillent pour lui, des connexions en haut lieu. Où est-il » Avant que Mathilde ne puisse répondre, le téléphone d'Étienne commença à sonner. Un numéro masqué. Le vieil homme répondit d'une main ferme. « Monsieur Dubois ». La voix à l'autre bout était polie, raffinée, avec un ton de supériorité hérité. Je crois qu'il est temps que vous et moi ayons une conversation. Mon nom est Gaspard Leclerc, et j'ai une proposition que vous ne pourrez pas refuser. La voix était douce comme de la soie, mais Étienne pouvait sentir le poison qui se cachait derrière chaque mot. C'était la voix de quelqu'un habitué à obtenir ce qu'il voulait, quel qu'en soit le coût humain. « Que voulez-vous » Étienne répondit avec une froideur calculée. Un bref rire résonna à l'autre bout du fil, direct au but. « J'admire cela chez un homme. Mon grand-père a toujours dit que vous étiez un paysan sans manières. Mais je vois que vous manquez aussi de patience pour les formalités. Votre grand-père était un homme cruel, qui aimait humilier ceux qu'il considérait inférieurs. Je vois que la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Attention à vos paroles, monsieur Dubois. » Le ton de Gaspard se durcit légèrement. « Vous êtes dans une position très vulnérable en ce moment. Votre chère épouse vient de subir une chirurgie délicate. Il serait dommage que sa convalescence se complique. » Inopinément, Étienne serra le téléphone si fort que ses phalanges blanchirent. Antoine et Mathilde l'observaient avec des expressions d'alarme, incapables d'entendre la conversation, mais conscientes que quelque chose de terrible se passait. « Si vous faites du mal à ma femme, je vous poursuivrai jusqu'au bout du monde. Il ne sera pas nécessaire d'aller jusqu'à ces extrêmes. Comme je vous l'ai dit, j'ai une proposition, une qui profitera aux deux parties et évitera tout accident futur malheureux. Je vous écoute. Je veux vous rencontrer, en face à face, sans intermédiaire, sans policier, sans ruse. Juste deux hommes réglant une affaire de famille en suspens depuis des décennies. Et pourquoi accepterais-je de rencontrer l'homme qui a tenté d'assassiner ma femme? Parce que si vous ne le faites pas, je finirai ce que j'ai commencé. Et cette fois, je ne raterai pas. » La menace était directe, sans fioriture. De plus, j'ai des informations que vous devez connaître. Des informations sur votre précieuse fortune qui changeront tout ce que vous croyez savoir. Étienne garda le silence, traitant la situation. Il savait qu'il avait affaire à quelqu'un de dangereux, quelqu'un sans scrupules.
Mais il savait aussi qu'il devait affronter cette menace de front s'il voulait protéger sa famille. Où et quand? Il y a un restaurant appelé Le Vieux Manoir au centre-ville. Demain à midi, venez seul. Si je vois une autre personne vous accompagner, la réunion sera annulée et les conséquences seront permanentes. La ligne fut coupée. Étienne raccrocha lentement le téléphone, son esprit travaillant à une vitesse vertigineuse. Qu'est-ce qu'il a dit? Antoine s'approcha d'urgence. Qui était-ce? Gaspard Leclerc veut me rencontrer demain. Mathilde se couvrit la bouche d'horreur. Papy, tu ne peux pas y aller. C'est un piège. Gaspard ne négocie pas. Il détruit. Je n'ai pas le choix. Tant que cet homme sera libre, aucun d'entre nous ne sera en sécurité, surtout ta grand-mère. Alors, appelons la police. Antoine insista. Nous avons des preuves des tentatives d'accès à ton compte. Mathilde peut témoigner de ces menaces. Et pendant que la police enquête pendant des semaines ou des mois, qu'est-ce qui empêche Gaspard de mettre ces menaces à exécution? Étienne secoua la tête. Non, c'est personnel. C'est entre sa famille et la mienne, et ça se terminera demain. Avant qu'il ne puisse continuer à discuter, une infirmière entra dans la chambre. Monsieur Dubois, votre femme se réveille. Elle vous demande. Le cœur d'Étienne fit un bond. Oubliant momentanément la menace de Gaspard, il se dirigea vers le lit de Cécile. Ses yeux, bien que fatigués et troublés par les médicaments, le cherchaient avec cette même intensité qu'il avait vue la première fois qu'ils s'étaient rencontrés des décennies auparavant. « Étienne !» Sa voix était à peine un murmure faible. « Je suis là, mon amour, je suis là. » Cécile tenta de sourire, mais l'effort sembla l'épuiser. « J'ai rêvé de toi. J'ai rêvé que nous dansions à notre mariage. Tu te souviens comme tu me marchais sur les pieds parce que tu ne savais pas danser ?» Étienne rit entre ses larmes. « Et toi, tu faisais semblant de ne pas avoir mal, toujours à protéger ma fierté. Ta fierté n'a pas besoin de protection. Tu es l'homme le plus bon que j'ai jamais connu. » Les mots de Cécile étaient comme un baume pour l'âme torturée d'Étienne, mais ils étaient aussi un rappel de tout ce qui était en jeu. Cette femme, qui avait tant sacrifié pour lui, qu'il avait aimé quand il n'avait rien, était maintenant en danger à cause d'une haine ancestrale qui n'aurait jamais dû s'hériter. « Cécile, il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose qui se passe. Je sais. » Elle l'interrompit doucement. « J'ai entendu des voix. J'ai entendu le nom Leclerc. » Ses yeux se remplirent d'une tristesse ancienne. « Finalement, ils nous ont trouvés, n'est-ce pas ?» Étienne la regarda surpris. « Savais-tu que cela pouvait arriver? Je l'ai toujours craint. Ma famille n'a jamais pardonné ce qu'ils considéraient comme une trahison. Mon père est mort en maudissant le jour de ma naissance parce que j'ai choisi de t'aimer. » Une larme coula sur sa joue pâle. « Mais je ne l'ai jamais regretté. Pas un seul jour. Mon amour, tu as besoin de te reposer. Tu ne dois pas t'inquiéter pour ça. » Étienne Dubois. Cécile rassembla ses forces pour parler avec fermeté. « Je suis ta femme depuis plus de 5 décennies. Ne me traite pas comme si j'étais fragile. Que se passe-t-il » Le vieil homme soupira. Il ne pouvait pas lui mentir. Il n'avait jamais pu. Le petit-fils de ton père, Gaspard, a découvert notre fortune. Il a essayé de la voler. Et lui, c'est lui qui a provoqué ton infarctus. Les yeux de Cécile s'ouvrirent d'horreur. Gaspard? Le petit Gaspard? Je l'ai porté quand il était bébé, avant que mon père ne me défende de voir un membre de la famille. Ce n'est plus un bébé, Cécile. C'est un homme dangereux, obsédé par l'idée de nous détruire. Cécile ferma les yeux un instant, traitant l'information. Quand elle les ouvrit, il y avait quelque chose de différent dans son regard. Une détermination qu'Étienne n'avait vue que rarement dans sa vie. « Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit », dit-elle lentement. « Quelque chose à propos de ma famille que j'ai gardé toutes ces années parce que je pensais que cela ne serait jamais pertinent. De quoi parles-tu? Mon père n'était pas seulement un propriétaire terrien cruel, il faisait partie de quelque chose de plus grand. Un groupe de familles puissantes qui contrôlait les terres, les affaires, même les fonctionnaires du gouvernement. Il s'appelait le Cercle. » Antoine et Mathilde, qui étaient restés silencieux près de la porte, échangèrent des regards de confusion. « Le Cercle ?» Étienne fronça les sourcils. « Tu n'as jamais rien mentionné de cela, parce que je voulais oublier cette partie de ma vie. Je voulais croire qu'en m'éloignant de ma famille, je m'éloignais aussi de leurs ténèbres. » Cécile toussa faiblement avant de continuer. Le Cercle était responsable de nombreuses injustices. Des familles déplacées de leurs terres, des entreprises détruites, des vies ruinées, tout pour augmenter leur pouvoir et leur richesse. Et Gaspard en fait partie. S'il a hérité de l'obsession de mon père, il a probablement aussi hérité de sa place dans le Cercle. Ces familles transmettent leurs secrets de génération en génération, comme d'autres transmettent des héritages. Étienne sentit le sol bouger sous ses pieds. Ce qu'il avait cru être un simple conflit familial
se révélait être quelque chose de bien plus complexe et dangereux. « Cécile, j'ai besoin que tu me dises tout ce que tu sais sur le cercle, n'importe quel nom, n'importe quel détail, n'importe quoi qui puisse nous aider. » « Il y a un livre, » Cécile murmura, sa voix s'affaiblissant. « Un registre que mon père gardait contenait des noms, des transactions, des secrets de toutes les familles impliquées. Quand je suis parti de chez moi, je l'ai volé. Je pensais qu'un jour je pourrais en avoir besoin comme protection. Où est ce livre? Je l'ai caché dans un endroit où personne ne penserait à chercher. » Cécile le regarda avec intensité. « À la ferme, enterré sous l'arbre où nous nous sommes mariés en secret. » Étienne se souvint de cet arbre, un vieux chêne au coin le plus éloigné de sa propriété. Ils avaient échangé des vœux sous ses branches quand ils n'avaient pas d'argent pour un vrai mariage. C'était leur lieu sacré, leur secret partagé. « Cécile, pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Parce que je voulais te protéger. Je voulais que tu vives sans le poids de savoir quels monstres était ma famille. » Ses yeux se remplirent de larmes. « Mais maintenant je comprends que mon silence n'a fait que retarder l'inévitable. Le passé nous rattrape toujours, mon amour. Toujours. » L'infirmière revint, son expression préoccupée. « Monsieur Dubois, votre femme a besoin de repos. Son rythme cardiaque augmente. » Étienne hocha la tête en se penchant pour embrasser le front de Cécile. « Repose-toi. Je vais régler ça. Sois prudent. » Elle murmura. « Gaspard est dangereux, mais le cercle est mortel. Ne fais confiance à personne qui n'est pas de ton sang. » Les mots résonnèrent dans l'esprit d'Étienne alors qu'il sortait de la chambre. Ne fais confiance à personne qui n'est pas de ton sang. Mais même son propre sang avait été utilisé contre lui. Dans le couloir, Antoine et Mathilde l'attendaient. « Papy, qu'est-ce que le cercle ?» demanda Antoine. « C'est une sorte d'organisation criminelle ? C'est pire que ça. C'est un héritage de pouvoir et de corruption qui existe depuis des générations. » Étienne regarda ses petits-enfants avec sérieux. « Écoutez-moi bien. Ce que ta grand-mère vient de révéler change tout. Nous ne nous battons pas seulement contre Gaspard. Nous affrontons quelque chose de bien plus grand. Alors, nous avons définitivement besoin d'aide. » Mathilde insista. « Nous ne pouvons pas faire cela seuls. Ta grand-mère a dit de ne faire confiance à personne en dehors de la famille, mais toi, Mathilde, tu as travaillé pour Gaspard. Tu as fait partie de son plan. » Les mots frappèrent Mathilde comme une gifle. « Papy, je n'ai jamais voulu... » « Je sais. Angorina, Enara, Malama, Andina, Vrodisa, Myria. » Étienne l'interrompit d'une voix plus douce. « Je sais que tu as été manipulé, mais j'ai besoin de savoir que je peux te faire entièrement confiance, qu'il n'y a plus de secret entre nous. » Mathilde le regarda droit dans les yeux. « Je te jure sur la vie de ma grand-mère que je t'ai dit tout ce que je sais. Gaspard m'a utilisé, mais plus jamais. Je suis de ton côté, papy, de notre côté. » Étienne étudia son visage pendant un long moment. Finalement, il hocha la tête. « Alors, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. Gaspard te fait confiance, n'est-ce pas? Ou du moins, il pense qu'il te tient toujours sous contrôle. Il ne sait probablement pas que je t'ai tout raconté. Bien, je veux que tu le contactes. Dis-lui que tu es toujours de son côté, que tu as réussi à gagner ma confiance. Découvre tout ce que tu peux sur ses plans, sur le cercle, sur tout ce qui peut nous aider. » Antoine intervint, alarmé. « Papy, c'est dangereux. Si Gaspard découvre que Mathilde le trahit, c'est un risque que nous devons prendre. » Étienne répondit. « Mais pendant que Mathilde fait sa part, je ferai la mienne. Que vas-tu faire? D'abord, je vais aller à la ferme chercher ce livre que ta grand-mère a caché. Si cela contient ce qu'elle dit, cela pourrait être notre meilleure arme contre Gaspard et le cercle. Je viens avec toi. » Antoine offrit. « Non, j'ai besoin que tu restes ici pour protéger ta grand-mère. Ne la laisse pas seule une seconde. Si quelque chose lui arrive pendant que je ne suis pas... » Il ne termina pas la phrase. Il n'avait pas besoin de le faire. Étienne commença à marcher vers la sortie de l'hôpital, mais s'arrêta quand Mathilde l'appela. « Papy, il y a autre chose que je ne t'ai pas dite, quelque chose que j'ai découvert en travaillant pour Gaspard. » Étienne se tourna lentement. « Quoi ?» Mathilde hésita comme si les mots qu'elle était sur le point de prononcer lui coûtaient un effort physique. « Le cercle a un infiltré, quelqu'un à l'intérieur de la banque où tu as ton argent, quelqu'un qui surveille ton compte depuis des années, signalant chaque mouvement aux familles du cercle. Qui ? Je ne le sais pas avec certitude, mais Gaspard a mentionné quelque chose une fois. Il a dit qu'ils avaient des yeux au Crédit Métropolitain depuis longtemps, des yeux que personne ne soupçonnerait. » L'esprit d'Étienne travailla rapidement. Le Crédit Métropolitain, la même banque où Marc Lévesque l'avait humilié, la même banque où Geneviève Leclerc, la directrice régionale, était apparue si opportunément pour l'aider.
Il était possible que quelqu'un de la banque soit impliqué dans le cercle. Et si l'aide qu'il avait reçue n'était pas sincère, mais faisait partie d'un piège plus élaboré? Les mots de Cécile résonnèrent dans son esprit. Ne fais confiance à personne. Mathilde. Gaspard a-t-il mentionné un nom spécifique de la banque? Il a juste dit que son contact y travaillait depuis des années. Quelqu'un ayant accès aux informations privilégiées des clients les plus importants. Étienne pensa à Marc, à son arrogance et à son mépris envers les clients humbles. Il pensa à Geneviève, si efficace et si opportune. Il pensa à Camille, la seule qu'il avait traitée avec humanité depuis le début. Qui était le traître? Quand tu rencontreras Gaspard, dit-il finalement, essaye de découvrir qui est son contact à la banque. Cette information pourrait nous sauver. Je le ferai. Étienne sortit de l'hôpital vers la nuit noire. L'air froid frappa son visage, mais il le sentit à peine. Son esprit était trop occupé à traiter tout ce qu'il avait découvert au cours des dernières heures. Sa femme avait survécu, mais restait en danger. Un ennemi de son passé avait ressurgi avec soif de vengeance. Une organisation secrète rôdait dans l'ombre, et quelqu'un en qui il avait eu confiance pouvait être un traître. Alors qu'il marchait vers le parking cherchant un taxi qui le mènerait à la ferme, son téléphone vibra avec un message texte. C'était un numéro inconnu. « Monsieur Dubois, je sais qui est l'infiltré de la banque et je sais ce que le cercle prévoit de faire demain. Si vous voulez sauver votre famille, vous devez me faire confiance. Venez seul au parc municipal à minuit, cherchez le banc près de la fontaine. Je ne vous ai pas trahi ce matin à la banque. Je ne vous trahirai pas maintenant. Ça, Camille Bernard. » La jeune employée qu'il avait traitée avec dignité quand tous les autres le méprisaient, était-elle une alliée inattendue ou un autre piège du cercle? Étienne regarda l'horloge. Il ne restait que quelques heures avant minuit. Il devait prendre une décision. Et cette décision pourrait signifier la différence entre sauver sa famille ou tout perdre. L'horloge marquait 23 heures quand Étienne prit sa décision. Il irait au rendez-vous avec Camille. Quelque chose dans son instinct lui disait que cette jeune femme qu'il avait traitée avec dignité à la banque ne pouvait pas être une ennemie. Mais il avait d'abord besoin du livre que Cécile avait caché pendant des décennies. Il prit un taxi pour la ferme. Le trajet dura un peu plus d'1 heure. Assez de temps pour que son esprit repasse chaque détail des événements de la journée. Il semblait impossible que ce matin-là, il était entré à la banque comme un simple paysan et maintenant il faisait face à une conspiration qui s'étendait sur des générations entières. La ferme apparut dans l'obscurité comme un refuge de souvenirs. Chaque recoin de cette propriété gardait des histoires d'amour, de sacrifice, d'une vie construite à main nue. Étienne paya le chauffeur de taxi et marcha vers le vieux chêne, au coin le plus éloigné du terrain. L'arbre était toujours là, majestueux et immuable, témoin silencieux de tant de moments importants. Sous ses branches, lui et Cécile avaient échangé des vœux quand ils n'avaient rien d'autre que leur amour. Sous ses branches, ils avaient pleuré ensemble les pertes et célébré les triomphes. Et sous ses racines, Cécile avait enterré un secret qui pourrait maintenant les sauver tous. Étienne prit une pelle dans la remise et commença à creuser. Ses bras protestaient à chaque mouvement, lui rappelant qu'il n'était plus le jeune homme fort qui avait travaillé ses champs pendant des décennies, mais l'urgence lui donnait des forces qu'il croyait perdues. Après plusieurs minutes de fouille, la pelle heurta quelque chose de solide. D'une main tremblante, Étienne écarta la terre pour révéler une boîte métallique enveloppée de plastique protecteur. Il la sortit avec un soin révérencieux, comme s'il déterrait un trésor sacré. À l'intérieur de la boîte se trouvait un carnet aux couvertures de cuir épais et ancien. Les pages jaunies étaient remplies de noms, de dates, de sommes d'argent, de descriptions de propriétés. C'était un registre méticuleux de décennies de corruption, de familles détruites, de vies ruinées par la cupidité du cercle. Étienne feuilleta les pages avec une horreur croissante. Il reconnut certains noms, des personnes qu'il avait crues respectables toute sa vie, des entrepreneurs, des politiciens, même des fonctionnaires de justice, tous liés par des fils invisibles de pouvoir et de complicité. Et puis il trouva une page qui lui glaça le sang. C'était une liste intitulée « Opération en cours ». Et sur celle-ci, datée de quelques semaines seulement, il y avait une entrée qui disait « Dubois et recouvrement d'actifs familiaux, contact interne, crédit métropolitain. Responsable de l'exécution, J.L. Gaspard Leclerc. » Mais ce qui brisa véritablement le cœur d'Étienne fut le nom du contact interne de la banque. Il était écrit à l'encre différente, ajouté récemment. M. Lévesque, directeur général. Marc Lévesque. L'homme qui l'avait humilié publiquement n'était pas simplement un directeur arrogant. C'était un membre actif du cercle.
Son humiliation n'avait été ni fortuite, ni spontanée. Elle avait été calculée, conçue pour provoquer une réaction qui justifierait d'enquêter plus en profondeur sur le compte d'Étienne. Tout avait été un piège depuis le début. Le carnet rangé dans sa veste, Étienne regarda l'horloge. Il était 20 minutes avant minuit. Il pouvait encore arriver au rendez-vous avec Camille. Le parc municipal était désert à cette heure. Les lampadaires projetaient des cercles de lumière jaunâtre sur les sentiers vides. Le son de la fontaine centrale était le seul qui rompait le silence nocturne. Étienne trouva le banc près de la fontaine et s'assit pour attendre. Chaque ombre semblait menaçante, chaque bruit le mettait en alerte, mais alors une silhouette émergea de l'obscurité. C'était Camille Bernard. La jeune femme s'approcha à pas prudents, regardant constamment par-dessus son épaule comme si elle craignait d'être suivie. Quand elle arriva près d'Étienne, son visage montrait un mélange de soulagement et de terreur. « Monsieur Dubois, merci d'être venu. Je sais que vous n'avez aucune raison de me faire confiance, mais je devais vous avertir. » « M'avertir de quoi ?» Camille s'assit à ses côtés en baissant la voix jusqu'à la transformer en un murmure urgent. « Je travaille à la banque depuis peu de temps, mais j'ai vu des choses qui ne devraient pas se produire. Monsieur l'évêque reçoit des appels étranges. Il a des réunions à huis clos avec des personnes qui n'apparaissent jamais dans les registres officiels. Au début, j'ai cru que c'était des affaires normales. Mais après ce qui s'est passé avec vous ce matin, j'ai commencé à enquêter de mon côté. Qu'as-tu découvert ? L'évêque n'a pas agi seul quand il vous a humilié. Il a reçu des instructions spécifiques de quelqu'un. Je l'ai entendu parler au téléphone après votre départ. Il disait que le plan avait fonctionné, que vous aviez révélé l'ampleur de votre fortune devant des témoins qui pouvaient maintenant passer à la phase suivante. Étienne sentit que ses soupçons se confirmaient. Sais-tu qui lui donnait les instructions ? Je n'ai pas entendu le nom complet, mais l'évêque l'appelait Monsieur Leclerc. Le lien était indéniable. Marc l'évêque avait été l'instrument de Gaspard Leclerc depuis le début. Y a-t-il autre chose ? Camille continua d'une voix tremblante. Cet après-midi, après que la directrice Leclerc ait organisé le transfert de votre femme, j'ai entendu une autre conversation. L'évêque était furieux. Il disait que Madame Leclerc avait tout gâché en vous aidant, qu'elle ne savait pas dans quoi elle s'embarquait. Geneviève Leclerc ne fait pas partie du cercle ? Je ne le crois pas. Elle semblait sincèrement préoccupée par vous et votre femme. L'évêque l'a traitée d'ingénue et a dit qu'il devrait s'occuper d'elle aussi. Le cœur d'Étienne s'accéléra. Non seulement lui et sa famille étaient en danger, quiconque les aidait devenait une cible. « Pourquoi me racontes-tu tout ça ?» demanda-t-il en regardant Camille directement. « Qui gagnes-tu en te risquant ainsi ?» Les yeux de Camille se remplirent de larmes. « Parce que ma grand-mère était comme vous, monsieur Dubois, une femme humble qui a travaillé toute sa vie à nettoyer des maisons de riches, et ils l'ont traitée exactement comme vous. Avec mépris, avec moquerie, comme si elle n'était pas un être humain. Dasa, matrazu asi dimen à la massa. Sa voix se brisa sous l'émotion. Elle est morte sans que personne ne reconnaisse sa valeur, sans que personne ne lui demande pardon pour toutes les humiliations qu'elle a supportées. Quand je vous ai vu ce matin, debout devant l'évêque avec cette dignité inébranlable, j'ai vu ma grand-mère et je me suis juré que cette fois ce serait différent. Cette fois, quelqu'un allait défendre ceux que le monde méprise. Étienne sentit un nœud se former dans sa gorge. Cette jeune femme, presque une inconnue, risquait tout pour lui, simplement parce qu'elle croyait en la justice. « Camille, ce que tu fais est très dangereux. Si l'évêque découvre que tu m'as averti, je sais, mais il y a des choses plus importantes que la sécurité personnelle. » Elle sortit un petit appareil de son sac à main. C'est une copie des registres téléphoniques de la banque des derniers mois. Tous les appels que l'évêque a reçus et effectués vers des numéros qui ne sont pas dans la base de données officielle. J'ai pensé que cela pourrait servir de preuve. Étienne prit l'appareil avec des mains qui tremblaient de gratitude. Je ne sais comment te remercier. Remerciez-moi en survivant. Remerciez-moi en démasquant ces personnes pour ce qu'elles sont réellement. À ce moment, le téléphone de Camille commença à vibrer. Elle regarda l'écran et pâlit. C'est l'évêque, il me cherche. Je dois partir avant qu'il ne se doute de rien. Elle se leva rapidement, mais avant de s'éloigner, elle se tourna vers Étienne. Monsieur Dubois, demain à midi, quand vous rencontrerez Gaspard Leclerc, n'y allez pas seul. Je sais qu'il vous a dit d'y aller sans compagnie, mais c'est un piège. L'évêque a mentionné qu'il avait tout préparé pour demain. Je ne sais pas exactement ce qu'il prévoit, mais ce n'est pas bon. Comment sais-tu pour la réunion ? J'ai entendu l'évêque confirmer les détails avec quelqu'un. Il a dit que le restaurant Le Vieux Manoir serait vide, à l'exception de leur personnel. Que personne n'entendrait rien. Les mots frappèrent Étienne avec une force brutale. Ce n'était pas une réunion, c'était une exécution.
Camille disparut dans l'obscurité aussi rapidement qu'elle était arrivée, laissant Étienne seul avec le poids de tout ce qu'il avait découvert. Il passa le reste de la nuit à la ferme, incapable de dormir. Il étudia chaque page du carnet de Cécile, mémorisant les noms et les connexions. Il révisa les registres téléphoniques que Camille lui avait donnés, identifiant des schémas qui confirmaient l'ampleur de la conspiration. Le cercle n'était pas simplement un groupe de familles corrompues, c'était un réseau de pouvoir qui s'étendait sur tous les secteurs de la société. Juges, entrepreneurs, banquiers, politiciens, tous liés, tous se protégeant mutuellement, tous tirant profit de la souffrance des autres. Mais il y avait autre chose dans le carnet, quelque chose que Cécile n'avait pas mentionné. Dans les dernières pages, le père de Cécile avait écrit une sorte de confession. Il parlait de remords, de nuits sans sommeil, d'un poids sur l'âme qu'aucune richesse ne pouvait soulager. Il décrivait comment le cercle avait détruit des familles innocentes pour s'emparer de leurs terres, comment ils avaient manipulé des documents légaux, comment ils avaient réduit au silence ceux qui tentaient de s'opposer. Et à la fin, il y avait une liste de victimes, des personnes dont les vies avaient été ruinées par les actions du cercle. À côté de chaque nom, il y avait une adresse et une brève description de ce qui leur avait été pris. L'une de ces adresses attira l'attention d'Étienne. C'était une propriété qu'il connaissait bien, une propriété qu'il avait achetée des décennies auparavant avec ses maigres économies. La même propriété où il avait découvert les artefacts archéologiques qui avaient changé sa vie. La famille originale de cette terre avait été dépossédée par le cercle des années avant qu'Étienne ne l'achète. Il avait acquis légalement ce que d'autres avaient volé illégalement. L'ironie était dévastatrice. La fortune que le cercle voulait maintenant lui arracher avait été construite sur des terres qu'ils avaient eux-mêmes volées à d'autres. L'aube trouva Étienne assis sur le porche de sa ferme, contemplant les champs qu'il avait travaillés toute sa vie. Dans quelques heures, il devrait affronter Gaspard Leclerc, une rencontre qui pourrait se terminer par sa mort ou par la destruction du cercle. Son téléphone sonna. C'était Antoine. « Papy, où es-tu? J'ai passé toute la nuit à m'inquiéter, je suis à la ferme. Comment va ta grand-mère? Stable. Les médecins disent qu'elle répond bien au traitement. » Antoine marqua une pause. Mathilde a contacté Gaspard. Il croit qu'elle est toujours de son côté. Elle a réussi à découvrir quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'elle a découvert? Gaspard prévoit d'utiliser la réunion de demain pour t'obliger à signer des documents qui transféreraient toute ta fortune à une société écran contrôlée par le cercle. Si tu refuses, il a des preuves fabriquées qui te lieraient à des activités illégales, des preuves qui te feraient arrêter, et ton argent confisqué de toute façon. Étienne ferma les yeux. C'était pire qu'il ne l'imaginait. Il y a autre chose, papy. Mathilde a découvert que Gaspard n'agit pas seul. Il y a quelqu'un au-dessus de lui, quelqu'un qui dirige le cercle dans l'ombre, quelqu'un qui a planifié cela pendant des années. Qui? Elle ne le sait pas. Gaspard l'appelle simplement le fondateur. Il dit que c'est quelqu'un que ta grand-mère connaît très bien, quelqu'un qu'elle croyait mort depuis longtemps. Les mots tombèrent comme des pierres dans l'estomac d'Étienne. Quelqu'un que Cécile croyait mort. Il n'y avait qu'une seule personne qui correspondait à cette description. Mais c'était impossible. Ou pas. Antoine, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. Va à l'hôpital et reste avec ta grand-mère. Ne la laisse pas seule une seconde et quand il arrivera, j'ai besoin de lui parler. Il y a quelque chose que je dois lui demander. Quoi donc? Étienne inspira profondément avant de prononcer les mots qui changeraient tout. J'ai besoin de lui demander si son père est vraiment mort il y a 40 ans ou s'il a été vivant tout ce temps, attendant le moment parfait pour nous détruire. Le silence à l'autre bout du fil fut la seule réponse, car certaines questions sont trop terribles pour être envisagées et certaines vérités sont trop sombres pour être prononcées à voix haute. Le centre médical parisien était baigné par la lumière dorée de l'aube quand Étienne en franchit les portes. Il avait passé la nuit blanche, mais une énergie étrange le maintenait debout. L'énergie de celui qui sait qu'il est sur le point d'affronter la bataille la plus importante de sa vie. Cécile était réveillée quand il entra dans la chambre. Ses yeux, bien que fatigués, brillaient de cette intelligence aiguë que le temps n'avait jamais pu éteindre. Antoine restait à ses côtés, comme Étienne le lui avait demandé. « Mon amour !» Cécile tendit sa main vers lui. « Antoine m'a tout raconté sur le livre, sur Camille, sur ce que tu as découvert. » Étienne s'assit à côté d'elle, tenant sa main comme si c'était la chose la plus précieuse de l'univers. « Cécile, j'ai besoin de te demander quelque chose à quoi tu ne voudras être pas répondre. Je sais ce que tu vas demander. » Elle ferma les yeux un instant. Et la réponse est que je ne le sais pas avec certitude. J'ai vu le corps de mon père aux funérailles, mais le cercle était capable de tout. Falsifier une mort n'aurait pas été difficile pour eux. Si ton père est vivant, si c'est lui le fondateur, alors
Tout cela a été une vengeance de 40 ans en préparation. Cécile compléta la phrase d'une voix tremblante. Une vengeance contre moi pour l'avoir abandonné, pour avoir choisi l'amour plutôt que la loyauté familiale. Avant qu'il ne puisse continuer, Mathilde entra en courant dans la chambre. « Papy, je viens de parler avec Gaspard. Il a changé le lieu de la réunion. Ce n'est plus au vieux manoir. C'est ici à l'hôpital. Il dit qu'il veut que mamie assiste à la conversation. Il est en route. » Le cœur d'Étienne s'accéléra. Gaspard amenait la bataille directement à eux. « Combien de temps avons-nous ? Moins d'1 heure. » Étienne se leva, son esprit travaillant à une vitesse vertigineuse. Il sortit son téléphone et composa un numéro qu'il avait mémorisé pendant la nuit. « Inspecteur Lefebvre, c'est Étienne Dubois. J'ai besoin de votre aide. J'ai des preuves d'un réseau de corruption qui s'étend sur des décennies. Nom, date, transactions, tout documenté. Mais j'ai besoin que vous agissiez maintenant. » La conversation dura plusieurs minutes. Quand elle se termina, Étienne avait un plan. « Antoine, Mathilde, écoutez-moi bien. Ce que je vais faire est risqué, mais c'est la seule façon d'en finir une fois pour toutes. » Il leur expliqua chaque détail. Quand il eut fini, ses 2 petits-enfants le regardaient avec un mélange de terreur et d'admiration. « Papy, es-tu sûr ?» demanda Antoine. « Je n'ai jamais été plus sûr de quelque chose dans ma vie. » Les minutes passèrent comme des secondes. Étienne resta aux côtés de Cécile en lui murmurant des mots d'amour et de courage. Elle serrait sa main avec une force qui défiait son état affaibli. « Quoi qu'il arrive, » Cécile parla d'une voix ferme. « Je veux que tu saches que chaque jour à tes côtés a été un cadeau, que je choisirais cette vie 1000 fois si je pouvais recommencer. Ne parle pas comme si c'était un adieu. » Étienne l'embrassa sur le front. « Nous avons encore de nombreuses années ensemble. » La porte de la chambre s'ouvrit. Gaspard Leclerc entra avec l'arrogance de celui qui se croit maître du monde. C'était un homme d'âge moyen, élégamment vêtu, avec des traits qui rappelaient vaguement Cécile. Derrière lui venait Marc Lévesque, son expression un masque de froideur calculée. « Monsieur Dubois. » Gaspard sourit avec une cordialité qui n'atteignait pas ses yeux. « Enfin, nous nous rencontrons en personne. Et, chère tante Cécile, quel plaisir de vous voir après tant d'années, même si les circonstances pourraient être meilleures. Ne m'appelle pas tante. Arfrisa, and Frisa, Afrisa, and son. » Cécile répondit avec un mépris glacial. « Tu as perdu ce droit quand tu as tenté de m'assassiner. » Toujours aussi dramatique. L'infarctus n'était qu'un incitatif, un moyen d'assurer la coopération de votre mari. Étienne fit un pas en avant, se positionnant entre Gaspard et le lit de Cécile. « Tu as dit que tu avais une proposition. Parle. » Gaspard sortit une chemise de documents de sa mallette. « C'est très simple. Vous signez ces papiers transférant tous vos actifs à notre société et votre famille vit en paix. Vous refusez et les conséquences seront malheureuses. Et si j'ai une contre-proposition ?» Le sourire de Gaspard vacilla légèrement. « Quel genre de contre-proposition ?» Étienne sortit le carnet de cuir de sa veste. Les yeux de Gaspard s'ouvrirent avec reconnaissance et alarme. « Tu reconnais ça, n'est-ce pas ? Le registre personnel de Philippe Leclerc. Chaque salle secret du cercle documenté avec une précision obsessionnelle. Nom, date, victime. Assez de preuves pour détruire chaque famille impliquée. Où as-tu eu ça ?» La voix de Gaspard perdit toute cordialité. « Ma femme l'a gardé pendant 40 ans. Une assurance contre exactement ce moment. » Marc Lévesque fit un pas en avant, mais Gaspard l'arrêta d'un geste. « Ce livre ne te servira à rien. Les noms qui y figurent sont ceux de personnes mortes. Le cercle s'est renouvelé, s'est modernisé. Nous sommes intouchables. » « Intouchables ?» Étienne sourit pour la première fois. « Alors, je suppose que ça ne te dérangera pas de savoir qu'il y a 1 heure, j'ai envoyé des copies numériques de chaque page à l'unité de renseignement financier, à 3 journaux nationaux et au parquet général. » La couleur quitta le visage de Gaspard. « Vous mentez ? Voulez-vous prendre le risque de le découvrir ?» Le silence qui suivit fut lourd comme du plomb. Gaspard regardait Étienne avec une fureur à peine contenue, calculant ses options. « Même si c'était vrai, ça ne change rien. J'ai assez de pouvoir pour enterrer n'importe quelle enquête. » « Peut être, » Étienne hocha la tête. « Mais tu n'as pas de pouvoir sur ce qui est déjà dans l'air. » Il désigna le coin de la pièce où une petite lumière rouge clignotait. Cette conversation est retransmise en direct. L'inspecteur Lefebvre et son équipe écoutent chaque mot, chaque menace, chaque confession. Gaspard se tourna vers l'endroit qu'Étienne désignait. Une caméra de sécurité qu'il avait complètement ignorée semblait maintenant le regarder comme l'œil d'un juge implacable. « C'est illégal. Vous ne pouvez pas m'enregistrer sans mon consentement. En fait, je le peux. Nous sommes dans une chambre d'hôpital.
propriété privée, où j'ai l'autorisation du patient, et vous venez de confesser, devant témoins et caméras, que vous avez délibérément provoqué l'infarctus de ma femme. Les portes de la chambre s'ouvrirent en grand. L'inspecteur Nicolas Lefebvre entra accompagné de plusieurs agents en uniforme. « Gaspard Leclerc, vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'homicide, extorsion et conspiration. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. » Gaspard tenta de résister, mais les agents l'immobilisèrent rapidement. Alors qu'il le menottait, son masque de contrôle s'effondra finalement. « Ce n'est pas fini. Le cercle est plus grand que moi. Vous ne pouvez pas nous détruire. Nous l'avons déjà fait. » Étienne répondit calmement. « Ton organisation est terminée. » Marc Lévesque tenta de s'échapper discrètement, mais d'autres agents lui bloquèrent le passage. « Vous venez aussi avec nous, monsieur l'évêque. Nous avons beaucoup de questions sur vos activités bancaires. » Alors qu'il traînait les deux hommes hors de la chambre, Marc s'arrêta devant Étienne. Un instant, sa façade d'arrogance disparut, révélant quelque chose qui semblait un regret sincère. « Monsieur Dubois, ce que j'ai fait à la banque, la façon dont je vous ai traité, ce n'était pas seulement sur les ordres de Gaspard, c'était parce que vous me rappeliez mon propre père. Sir, video finally senfai. Forsambo. Sir, paisina. Kriexa. Pai. » Étienne le regarda sans comprendre. « Mon père était paysan. Il a travaillé toute sa vie dans les champs des autres. Il est mort sans rien, humilié, oublié. J'ai juré que je ne serais jamais comme lui, que j'aurais le pouvoir, le respect, l'argent. Et dans le processus, je suis devenu exactement le genre de personne qu'il avait méprisé. » Les larmes jaillirent des yeux de Marc. « Quand je vous ai vu aujourd'hui debout avec dignité, alors que je me moquais, j'ai compris quelque chose de terrible. J'ai compris que mon père avait plus de valeur dans son petit doigt que moi dans tout mon être. Vous m'avez montré ce que j'avais oublié, que la vraie richesse n'est pas dans les comptes bancaires. » Étienne garda le silence un instant. Il s'attendait à ressentir de la satisfaction en voyant son bourreau tomber. Mais il ne ressentait que de la tristesse pour un homme qui avait perdu son âme à poursuivre une illusion. « Le repentir sincère est le premier pas vers la rédemption, » dit-il finalement. Mais les mots ne signifient rien sans action. Prouvez-le en coopérant pleinement avec l'enquête. Aidez à démanteler ce que vous avez aidé à construire. Marc hocha la tête, les larmes coulant toujours sur ses joues tandis que les agents l'escortaient dehors. Quand la chambre fut enfin silencieuse, Étienne s'effondra sur la chaise à côté de Cécile. Toute la tension accumulée pendant des jours trouva enfin sa libération. Cécile prit sa main avec une force renouvelée. « Tu as réussi, mon amour. Tu as terminé ce que je n'ai pas pu terminer il y a 40 ans. Nous avons réussi ensemble, comme toujours. The comparison, dog and dodging, dog first, entertainment. » Antoine et Mathilde entrèrent dans la chambre, leur visage rayonnant de soulagement et de fierté. « Papy, c'était incroyable. » Antoine serra le vieil homme dans ses bras. Lefebvre dit qu'avec les confessions enregistrées, le cercle est complètement exposé. Mathilde s'approcha timidement. « Papy, mamie, je sais que ce que j'ai fait est impardonnable, que j'ai presque détruit notre famille par lâcheté. » Cécile tendit son bras vers sa petite fille. « Viens ici, ma chérie. » Mathilde s'approcha, les larmes débordant. « Tu as été manipulée par des personnes qui ont perfectionné l'art de la manipulation pendant des générations. » Cécile parla avec une tendresse maternelle. « L'important n'est pas comment tu as commencé dans cette histoire, mais comment tu la termines. Et tu as choisi d'être du bon côté quand cela comptait le plus. » La famille s'embrassa en silence. 4 générations d'amour et de sacrifice unies en ce moment de triomphe. Des semaines plus tard, Cécile sortit de l'hôpital. Sa récupération avait été miraculeuse, motivée, selon elle, par la joie de voir sa famille enfin libérée du fantôme qui les avait hantés pendant des décennies. L'enquête de Lefebvre avait abouti à des dizaines d'arrestations. Le cercle fut complètement démantelé, ses membres faisant face à des accusations qui les maintiendraient en prison pendant des années. Camille Bernard fut promue directrice du Crédit Métropolitain, remplaçant Marc Lévesque. Son premier acte officiel fut de mettre en œuvre de nouvelles politiques de traitement dignes pour tous les clients, quelle que soit leur apparence ou leur statut économique. Geneviève Leclerc, qui s'était avérée innocente de toute connexion avec le cercle, devint une proche alliée de la famille Dubois. Sa bonté authentique avait été réelle depuis le début, et Philippe Leclerc, le père de Cécile, s'avéra être effectivement mort. Le fondateur n'était qu'un titre qu'Auguste avait adopté pour se donner de l'importance. Certaines ombres du passé, après tout, ne sont que cela. Des ombres. Un après-midi doré, Étienne et Cécile étaient assis sous le vieux chêne de leur ferme,
le même arbre où ils s'étaient mariés en secret, où ils avaient enterré des secrets, où ils célébraient maintenant une vie bien vécue. Sais-tu ce que je ferais de l'argent? Étienne rompit le silence contemplatif. Surprends-moi. Je vais créer une fondation pour aider des familles comme nous l'étions au début. Des familles qui travaillent dur, mais que le système ignore. Des familles avec du talent et de la dignité, mais sans opportunité. Cécile sourit, ses yeux brillants d'une fierté infinie. 47 millions d'euros investis dans l'espoir. Ton père serait fier, même s'il ne l'aurait jamais admis. Mon père m'a enseigné que l'argent n'est que de la terre fertile. Ce que tu y sèmes détermine ta récolte. Ils restèrent en silence, contemplant les champs qu'ils avaient travaillés toute une vie, des champs qui avaient produit bien plus que des récoltes. Ils avaient produit l'amour, la famille, un héritage. Étienne. Cécile parla doucement. Oui, mon amour. Merci. Pourquoi? Pour ce matin-là, il y a tant d'années, quand un garçon sans rien eut le courage de tomber amoureux d'une fille qui avait tout, pour m'avoir choisi quand cela signifiait tout perdre, pour avoir construit cette vie avec moi, sou par sou, jour après jour. Étienne la regarda avec le même amour qu'il avait ressenti dès le premier instant. Non, Cécile, merci à toi d'avoir vu en moi ce que personne d'autre ne pouvait voir, d'avoir cru en un pauvre paysan quand le monde entier se moquait de lui. Ils s'embrassèrent sous les branches du vieux chêne, deux âmes qui avaient traversé des tempêtes ensemble et en étaient ressorties plus fortes. Car au final, la vraie richesse n'a jamais résidé dans les 47 millions d'euros. Elle résidait dans chaque matin passé à se réveiller aux côtés de l'être aimé, dans chaque sacrifice fait pour la famille, dans chaque instant de dignité maintenu face à l'humiliation, dans chaque décision de choisir l'amour plutôt que la peur. Étienne Dubois était entré dans une banque comme un simple paysan et en était ressorti après avoir enseigné au monde une leçon inestimable. Que la valeur d'un homme ne se mesure jamais au solde de son compte bancaire, mais au poids de son caractère et à la profondeur de son amour. Et c'est une richesse qu'aucun voleur ne peut dérober, aucune conspiration ne peut détruire, aucun temps ne peut éroder.